Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 15 de Ici. Aujourd'hui avec moi comme d'habitude j'ai Charles Salut. et Alex. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un peu de nouveauté dans nos sujets types. D'habitude on vous parle surtout technologie liée à l'informatique. Aujourd'hui on va explorer une nouvelle piste. On va s'intéresser à des choses un peu plus spatiales et notamment à la vie extraterrestre. On va un peu se demander est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas et à quoi ça pourrait ressembler si ça existait. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que on est diffusé en live en ce moment même sur badgeek.fr. D'ailleurs, je vous invite, si vous nous écoutez en live, à venir sur le chat IRC, comme ça on pourra, vous pourrez réagir et on pourra répondre à vos questions éventuelles. Nous sommes aussi partenaires de Xleak, la web TV qui fait beaucoup de travail pour nous, les visuels, la vidéo de générique que vous avez pu voir si vous regardez en vidéo, etc., etc. Donc merci à eux de nous soutenir. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur le Tumblr et-si-anticipation.tumblr.com et ensuite, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et si anticipation, sur Twitter et __ si et sur YouTube et si anticipation. Voilà, le tour est fait, je crois. Ouais, Euh, complet. Sur ce, on va pouvoir commencer à vous parler donc de la vie extraterrestre et de nos petits hommes verts avec Charlie qui va nous dire ça existe pas, hein, Charlie? Oui, alors tout d'abord, je vais vous parler du paradoxe de Fermi. Fermi qui a émis cette hypothèse, ce paradoxe qui dit très clairement, euh, si la vie extraterrestre existait, on devrait déjà en avoir Rencontré, ouais. la preuve. Mhm. Soit par contact, on en aurait déjà rencontré, soit par rapport à, je sais pas, par rapport à un niveau de technologie qui met, comme nous, des ondes à travers l'espace. Voilà quoi. Il est mis, il justifie son raisonnement par le fait que la galaxie et le système solaire où on est relativement jeune par rapport à l'échelle de l'univers et que tout simplement, vu qu'on est jeune et que il y a plein d'autres galaxies et plein d'autres systèmes solaires, enfin systèmes avec des étoiles, quoi, plein d'autres étoiles qui sont beaucoup plus vieilles, et ils devraient déjà avoir eu la vie autre part, et on aurait dû déjà recevoir tout simplement, soit des ondes, soit des contacts, voilà. Ça c'est sa Oui. théorie. Euh, Donc ce paradoxe, qui n'en est pas vraiment un, qui a été démenti comme étant vraiment un paradoxe, mais qui est appelé comme tel, euh, nous amène à des questions très importantes. Enfin, euh, le temps a prouvé en fait finalement que nous sommes seuls dans l'univers, que la vie extraterrestre n'existe pas. En tout cas, c'est l'une des hypothèses que soulève ce paradoxe. Euh, Tout simplement, on va s'intéresser, enfin, à cette question. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on est finalement les premiers êtres vivants de l'univers? Ah oui. Donc ça, c'est une question qui peut être posée. C'est un peu nous mettre au centre de l'histoire, un peu comme a fait la religion chrétienne par rapport à la description de l'univers. La planète Terre est le centre de l'univers. C'est même pas une planète, c'est un espèce de plateau. Etc. Ça, c'est un peu les descriptions et on y revient tout le temps. Par exemple, avant la théorie du Big Bang, on avait vu que les étoiles s'éloignaient les unes des autres. Alors on se disait, ben oui, elles s'éloignent des unes des autres parce qu'elles s'éloignent de nous. Tout simplement parce qu'on est au centre de l'univers. Oui. Et, euh, et en fait, non. La théorie du Big Bang dit que ben oui, elles s'éloignent les unes des autres parce que les points sont en expansion et qu'on le perçoit même qu'on soit à l'intérieur ou d'un des points d'expansion, on aperçoit que les distances s'agrandissent. Le fait est de penser qu'on soit les premiers êtres vivants, que ça soit la coïncidence, qu'on soit les premiers êtres vivants, c'est un peu démenti, quoi. C'est pas une question vraiment nécessaire, enfin qui se pose vraiment. Par contre,
une autre question qui est beaucoup plus intéressante, c'est est-ce que finalement l'espèce humaine en tant que telle ou l'espèce de vie intelligente n'est-elle pas auto-menacée par elle-même ou est-ce qu'elle a vraiment une durée de vie aussi importante qu'on peut l'imaginer? Est-ce qu'on n'est pas voué à s'auto-détruire ou à détruire notre planète ou voilà. C'est-à-dire que la technologie, c'est ça, fait que alors c'est une vision très pessimiste des choses C'est clair. qui dirait que finalement que on a une extinction de masse qui va forcément venir parce que sinon on aurait dû recevoir des témoignages de notre de technologie extraterrestre. Ce que tu Enfin, veux dire, voilà, en gros, c'est que si on a une vie extraterrestre qui existe et qu'on aurait pu rencontrer, elle aurait été avancée technologiquement, mais qu'elle va s'auto-détruire avant du fait de sa technologie. C'est ça? c'est ça. Enfin, c'est pour l'exprimer un peu plus clairement. Imaginez-vous que effectivement il y a des vies extraterrestres qui existent, mais que sa vie est tellement courte par rapport à l'échelle de l'univers, ça serait on existerait, mais pas forcément à la même époque. C'est-à-dire que Hmm, ça je existerait et vois. puis ça s'éteindrait aussitôt par rapport à l'échelle Oui. de l'univers. Et du coup, effectivement, on a du mal à recevoir des ondes électromagnétiques de l'univers, tout simplement parce que c'est la vie humaine devient, a un témoignage extrêmement, la vie extraterrestre, c'est un témoignage extrêmement court, quoi, finalement. Donc ça, c'est une théorie qui pourrait être soulevée. Et l'une des autres théories qui peut être soulevée, c'est tout simplement, est-ce que ça serait pas Dieu qui a choisi la Terre parmi toutes les autres planètes pour y inséminer la vie? Alors ça pourrait être une autre théorie éventuellement, Oui. Un peu qui plus est un peu mystique. démentie par les travaux de Miller, que tu vas en reparler plus tard. Ouais, tout à fait. Maintenant, donc ça c'est un peu pour parler du paradoxe de Fermi. Là, j'ai parlé de la possibilité que ça dégage que finalement on est seul dans l'univers, qui pose énormément de questions. C'est vraiment une branche de ce paradoxe-là qui est limite très intéressante et qui passionne beaucoup d'écrivains dans ce style-là. Maintenant, il y a d'autres explications. Euh, la première autre explication, enfin c'est une grosse branche, hein, c'est que tout simplement que les aliens existent, mais qui veulent pas communiquer avec la Terre, enfin qui veulent pas faire un premier contact officiel, etc. Alors, Hmm. c'est effectivement. Alors, c'est un peu se mettre à la place des aliens pour le coup. C'est-à-dire que oui, imaginons qu'on a la Terre qui évolue à une très grosse potentiel technologique, qui peut voyager dans le temps, dans l'espace surtout, vers une autre planète. Est-ce que la Terre voudrait euh, forcément prendre un contact avec une autre civilisation qu'elle jugerait en deçà quoi de la sienne? Pas forcément. D'accord. Donc ça c'est une autre façon de voir le paradoxe de Fermi. Et une autre explication possible, ça serait tout simplement, ça serait que les moyens de communication interstellaires sont impossibles. Alors soit impossible, soit non souhaitable parce que je sais pas, euh, parce qu'on n'a pas envie, parce que ça serait un gros risque en fait finalement d'essayer de communiquer avec une autre planète. On ne sait pas si la vie intelligente voudrait pas nous exterminer ou nous réduire à l'esclavage, ainsi de suite. Oui. Mhm. Soit que le niveau de communication se passe à un autre niveau. On parle dans cette théorie, on parle beaucoup de champs électromagnétiques que dégage la Terre. Faut bien comprendre que la Terre, avec toutes les communications à l'intérieur, avec tous ces satellites, pollue un peu l'espace avec des champs électromagnétiques, et que c'est un peu aussi la base de la théorie de Fermi. Euh, Imaginons que maintenant que eux, ils sont passés au-dessus d'un mode de communication qui se situe au-dessus de celui d'utiliser des ondes électromagnétiques. Je sais pas moi. Imaginons passer par un subespace. Je sais pas. Mais dans ce cas-là,
effectivement, ça serait logique qu'on ne perçoive pas parce que, tout simplement, nous, on est, On n'a pas les appareils pour capter. voilà, on n'a pas les appareils pour capter. Nous, on pense que l'électromagnétique, c'est la pointe de la technologie, alors qu'en fait, on est des hommes de Cro-Magnon pour eux, quoi. Voilà. C'est ça. Ça serait la troisième branche qui expliquerait éventuellement ce paradoxe de Fermi. Et je pense que on va passer tout de suite à ta partie à toi. Consiste à plutôt démontrer que ça existe et en tout cas en parler. Tout à fait. Alors, moi je me dis, bon, déjà, premier point, je vais faire un magnifique sophisme, mais c'est pas grave. Je dis simplement, mais on n'a pas prouvé que ça existait pas, alors ça existe. Bah oui, on n'a pas été explorer toutes les planètes de l'univers pour dire qu'il n'y avait pas de la vie, donc ça existe. Oui. Voilà. Bon, passer cet argument complètement fallacieux et complètement stupide, mais qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai fait mes petites recherches sur Internet. On va être un peu plus sérieux et déjà on va premièrement on va se dire quelque chose, c'est que l'univers il est grand, il est infini, enfin il est pas infini mais il est excessivement grand. Oui. Et en expansion comme tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs. Et statistiquement parlant, ça serait quasiment improbable que y ait de la vie que sur la Terre. Bah, si on y réfléchit, il y a des milliards de planètes, probablement même des planètes qui sont dans un système quasiment presque identique au système solaire et avec une planète presque identique à la Terre. Donc pourquoi sur ces planètes il n'y aurait pas de vie alors qu'il y en a sur notre planète? Voilà, donc ça c'est un peu le côté de se dire bon, voilà, enfin ça paraît impossible du fait que on a comment dire, qu'on a des milliards et des milliards de planètes dans l'univers. Alors pour étayer un peu tes propos, je dirais que l'univers connu est de 13 milliards d'années-lumière, qui est juste énorme, et que c'est juste l'univers connu de l'homme. Oui, sachant que, alors, j'ai lu le chiffre, en fait, c'est... Oui, mais en fait, la partie non connue, enfin, ce qu'on appelle l'univers connu aujourd'hui, c'est l'univers observable, Perceptible. perceptible, voilà, et il est à 13 milliards d'années-lumière, c'est ça, et je crois que la limite de l'univers calculé, c'est-à-dire ce qu'on a estimé via les calculs d'expansion, Big Bang et compagnie, est à 13,8 milliards d'années-lumière, un truc comme ça. Donc en fait, au final, on n'en manque pas un gros morceau quand même. Maintenant, c'est pas parce que on a 13 milliards d'années-lumière de... C'est déjà très conséquent. Oui, c'est très conséquent, mais par contre, on n'est pas capable d'aller observer assez précisément chaque planète pour non, du tout. savoir s'il y a de la vie dessus. Hein. C'est juste qu'on voit des trucs, des réminiscences lumineuses, quoi. Donc... Oui. Et puis en plus, il faut voir que même si on avait un télescope assez puissant, voir une planète située à 13 milliards d'années de notre planète, ça serait une planète qui aurait... Enfin, ce qu'on verrait, c'est la planète il y a 13 milliards d'années. C'est ça, exactement. Donc de toute façon, la vie aurait pu apparaître bien après. Sur Terre, la vie a mis plusieurs milliards d'années à apparaître. Donc, de toute façon, ce qu'on verrait serait erroné. Tout à fait. En tout cas, ça correspondrait plus au présent. Donc ça c'est pour le côté on va dire statistique. Le deuxième point c'est une théorie qui a émané qui a été pas mal à la mode il y a un certain temps. Dans les années 50 ? Non, plutôt dans les années 80. C'est pas la théorie de Miller, c'est une autre théorie. Ah d'accord. Comme quoi en fait la vie aurait été apportée sur Terre par un astéroïde. Ah oui. Ce qui fait que Oui. en fait il y avait déjà ce qu'il fallait dans l'astéroïde, ça s'est craché sur la Terre et la vie a commencé à se développer autour de ça. C'est une théorie qui commence à être réfutée. Enfin bref, on sait pas trop quoi. De toute façon, la question de comment est née la vie sur Terre pose encore beaucoup de questions. On sait pas. Oui. Et je suis pas sûr qu'on sache de sitôt. Malgré tout, pour moi, cet argument pose un problème, c'est de se dire, ok, très bien, la vie a été amenée sur Terre par un astéroïde, mais cet astéroïde provenait d'une autre planète. Comment la vie a été amenée sur cette autre planète? Ah, par un astéroïde? Bon, bah ça provenait d'une autre planète. Et bon, à un moment, il faut un autre astéroïde. Voilà, à un moment, il faut quand même un point de départ, quoi. Donc, ça répond pas à la question de la création, de comment a été créée la vie. Par contre, en effet, ça voudrait dire qu'il y a des vies extraterrestres. Après, ça peut vouloir dire aussi, comme tu le disais avant, qu'il y a eu de la vie extraterrestre, mais qu'il n'y en a plus. Oui. Ça serait possible, c'est-à-dire que au moment où l'astéroïde nous a percuté, il y avait, je sais pas, des micro-organismes d'une autre planète qui ont été englobés dans ce bloc et qui a percuté la Terre. Et puis, en fait, la planète est complètement détruite. Le seul morceau qui en restait, c'était ce qui est arrivé sur Terre, donc il y en reste plus rien, quoi.
Mais quelque part, ça voudrait dire qu'on serait extraterrestre, hein, soit dit en passant. Enfin bon. Après, Non, le mais cerveau explose tout ça. pourquoi pas imaginer qu'une certaine forme de vie qui vit sur Terre vienne de l'espace, comme, je sais pas, les champignons, les insectes, ou c'est un truc qui sort un peu des schémas. On pourrait imaginer un truc comme ça, quoi. Tout à fait. Les reptiles. Les reptiles ou oui, non, mais ça c'est tout à fait envisageable. Vu qu'on n'a pas les pistes sur, on n'a pas tous les maillons de la chaîne de la vie terrestre. Ouais. Donc, il en manque à un certain moment. Il y a des endroits où on comprend pas comment on a eu telle espèce qui est apparue. On comprend pas comment ça a commencé au tout début. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des impacts extraterrestres qui aient joué sur la création de la vie, soit à la base, soit de certaines espèces. Enfin, on sait pas. Enfin, l'autre expérience dont je voulais parler, c'est que bon, depuis toujours, on a cherché à comprendre comment la vie était créée, et un scientifique, Miller, de son nom, a cherché dans les années 50 environ à recréer la vie en laboratoire finalement. Et il s'est posé la question, il a fait de nombreuses recherches, 200 si je me trompe pas. Enfin en tout cas, on a retrouvé 200 échantillons de ses recherches, de ses résultats qu'il avait fait dans son labo. Alors je parle de ça parce que ça a été remis au goût du jour il y a 10 ans ou 15 ans, enfin j'ai plus la date exacte. Bref, il y a un paquet d'années, mais c'est récent pour la science astrologique. Au niveau de la science, oui. Ça a été remis au goût du jour parce que les recherches ont été récupérées par d'autres chercheurs et ils ont réétudié les problématiques qui s'étaient posées. Faut voir que dans les années 50, ces recherches avaient été écartées principalement parce que tout le monde avait dit ton postulat de base de dire que la composition atmosphérique de la Terre était comme ça au moment de la création de la vie, c'est faux. Sauf qu'en fait, en cherchant de plus près ces recherches, on s'est rendu compte qu'il avait essayé 200 possibilités différentes et certaines très différentes les unes des autres. Et le point intéressant, c'est qu'il a essayé une solution qui était finalement assez proche de ce qu'on aurait pu avoir. On ne sait pas encore exactement quelle était la composition atmosphérique sur Terre à l'époque, mais il en a essayé une qui paraît plausible, notamment liée au volcan. Ouais. Et tout ça a amené quoi? Son expérience a amené qu'il a réussi à recréer des acides aminés. Alors, il en a, pour être exact, recréé 23, sachant qu'on considère que la base de la vie est liée à 22 acides aminés. Les autres étant des dérivés des 22 précédents. Ce qu'il a réussi à créer, en fait, avec ces acides aminés, c'est la base des peptides qui vont ensuite créer les protéines qui créent la vie. Dont on découle. En fait, les peptides, c'est une chaîne d'acides aminés complexes. Donc, on a une base. On sent que finalement, on arrive à le recréer juste simplement en mettant les bonnes compositions atmosphériques ensemble, on arrive à recréer quelque chose. Et on peut se dire, et c'est là où c'est intéressant, que il a réussi à le faire, mais avec plein de compositions atmosphériques différentes, parfois très différentes les unes des autres. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'une autre planète, qui n'aurait pas forcément la même composition chimique à l'instant T que la Terre, ait pu quand même créer de la vie via une autre composition atmosphérique. Voilà. Donc, tout ça nous fait dire que quand même, si on est tout seul dans l'univers, c'est qu'on n'a pas de bol. Maintenant, la grande question à se poser, c'est, ok, on n'est pas tout seul, mais quel type de forme de vie on pourrait trouver dans l'espace? Eh oui. En fait, ça fait une bonne liaison sur ce dont je vais parler, moi. C'est tout simplement les formes de vie en elles-mêmes, en fait. On va s'intéresser pendant quelques temps à faire une extrapolation de choses où on n'est pas sûr, on n'a aucune information, strictement rien. Donc ce qu'on peut dire, par contre, c'est, dans un premier temps, c'est faire un rapport à ce qu'on connaît. Donc qu'est-ce qu'on connaît? C'est l'être humain, voilà, c'est sa forme, ou alors animal, et ainsi de suite. Tout ce qui s'y rapproche, donc c'est des personnes, c'est des êtres de chair, ou alors globalement, mais qui sont composés, ont des composantes qui sont pas volatiles ni fluées, et qui ont une action sur l'environnement. Je parle d'action, c'est-à-dire que on s'intéresse à une forme de vie, on considère qu'elle vit, donc c'est-à-dire qu'elle a un impact sur son environnement. Donc c'est qu'elle va avoir des émissions et qu'elle a besoin de quelque chose pour rester dans son état vivant. Sinon, ce serait une forme de non-vie. Donc là, savoir qu'il y a des cailloux dans d'autres, oui. En dehors de la Terre, ça on sait. Ouais, ça va, donc, ça on l'a trouvé assez vite. ça, les êtres non vivants extraterrestres, ça on connaît bien.
Mais ces êtres vivants, c'est un peu différent. Donc, on va déjà s'intéresser à cette partie-là avec des êtres qui seront composés de réels, c'est-à-dire qu'il y ait de la masse en eux et donc ce sera pas uniquement une pensée volatile qui se baladerait et qui ainsi serait un être. Donc t'exclus les anciens de Stargate. Ah, mais on en reviendra plus tard en fait. C'est la deuxième partie de d'accord. ces êtres-là. D'accord. Ouais. Donc ces êtres normaux, on va dire qui sont des copies plus ou moins adaptées de l'humain. Ça nous pose vraiment les problèmes que vous avez cités au début, c'est que s'ils se comportent exactement de la même façon que nous, donc on va pas dire que ce soit exactement les mêmes autres, mais qu'ils aient besoin de consommer quelque chose pour survivre et de rejeter quelque chose parce que sinon ils peuvent pas tout stocker. En gros, qui mange et qui doit être. Oui. Ou qui respire, ou qui respire. Voilà. Et ainsi de suite. Enfin, qui est une consommation interne d'énergie. Voilà, qui est une création d'énergie par ingurgitation et ainsi de suite. C'est que ces êtres-là, s'ils se composent exactement de la même façon que nous, ils auraient laissé des traces. Voilà. Ça va être vraiment aurait, pourrait, et ainsi de suite. Ces traces-là qui sont exactement les mêmes que nous. Que ce soit tout simplement les nombreux déchets qui tournent autour de la planète, qui sont pas forcément des déchets propres à la consommation de l'homme, mais qui sont plus à sa dérivation technologique. Mais non, au moins il y aurait des déchets. Donc ça c'est une des hypothèses. La deuxième c'est qu'ils sont tellement loin qu'on les a pas vus, voilà, et que même s'ils consomment quelque chose, ça n'impacte pas. Ça nous impacte pas, c'est-à-dire que on n'est pas lors des charges pour le moment encore, donc ça va, on est content. La troisième théorie, c'est que ils auraient en fait, ils émettraient quelque chose que nous on ne peut percevoir. Un exemple, c'est au lieu de respirer comme nous, ils respirent et ils transforment dans une matière ou un gaz qui n'est pas décelable de notre façon. Voilà. Pour le moment, on sait pas ce que c'est, on sait pas s'il existe, on sait pas comment le découvrir ou l'appréhender. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment des hypothèses vraiment tirées par les cheveux, parce que ça voudrait dire que toutes les bases qu'on a en physique sont assez bouleversées, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on sait pas ce que c'est, mais qui sont quand même là. Ouais, c'est quand même très fort. Que dans la théorie des éléments chimiques, on suppose très fortement que de toute façon il y a des choses extraterrestres justement qui fait qui n'existent pas, qu'on n'a pas répertorié, qu'on ne connaît pas encore. Mais bon, c'est que des théories, parce que de toute façon on n'a pas de preuves. Dans le traitement de Mendeleïev, on a découvert petit à petit, on l'a rempli petit à petit. Il n'était pas plein dès le début. Tout à fait. Par exemple, c'est les fameuses cases vides de Mendeleïev qui étaient son éclair de génie, en disant je sais qu'il y a quelque chose là, mais je sais pas. Mais je sais pas quoi. Ouais, tout voilà. à fait, ouais. Et, donc ça c'est une autre idée. Donc ça fait les principales hypothèses dans ces recherches extraterrestres, ou alors plutôt pas des recherches mais de comment eux viendraient à nous d'une façon détournée. Voilà. Et le deuxième, c'est les êtres totalement dépourvus de matière, enfin comme on pourrait le penser. Hein, c'est parce qu'à chaque fois, le problème de parler d'êtres extraterrestres, c'est que on peut pas se faire des bases, on peut pas dire exactement s'ils seront comme nous ou pas. Et même s'ils sont comme nous, est-ce que c'est dans les mêmes conséquences? Est-ce que c'est dans les mêmes formations? Parce que forcément que c'est pas pareil. Enfin, c'est l'évidence même que vous avez deux choses différentes. On peut pas réfléchir sur quelque chose qu'on connaît pas totalement et qui pourrait sortir des sentiers battus qu'on a bâtis. La science a montré que des théories qu'on croyait justes ont encore évolué. Donc ça pourrait être un des cas. Donc ces êtres totalement dépourvus de matière, qui sont des êtres un peu fantasmagoriques ou alors encore pire, des fantômes ou autres, quoi. Là on parle dans d'autres sphères. Là serait encore plus indécelable, vu que techniquement ils sont là ou pas là. Ce serait une espèce de conscience collective d'un internet moderne, d'un ghost très 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 poussé qui n'aurait pas besoin de liaison sous l'Atlantique pour pouvoir exister. Donc là on part dans les sites, principalement des sites internet de grands fous qui
nous tartinent des pages et des pages sur le fait que ils sont déjà là, les extraterrestres, oui. Sauf qu'ils n'ont pas de forme. Voilà. Ouais, c'est les nuages, c'est ça, non? C'est ça. Les C'est ça, fantômes et c'est compagnie. qu'on les a déjà rencontrés, mais c'est juste que notre esprit n'est pas encore assez ouvert, et ni notre science à pouvoir les trouver. C'est ça. Tout Donc, ça pour c'est justifier la drogue, quoi. Ouais, c'est vraiment c'est une partie pour quelle forme auraient les extraterrestres. On est obligé de partir des fois ça et de beaucoup rigoler. Je pense que pour le moment Oui. on n'a pas fait beaucoup parce qu'on a un sujet assez quand même qui est souvent qui s'amène à la controverse de est-ce que cette personne est fou ou alors est-ce que cette personne veut faire avancer la science. Voilà. Ah, ça, c'est toujours le grand débat en science, oui. Donc, mais on va continuer parmi ces théories-là. Une autre théorie, ce serait que les êtres pseudo-extraterrestres seraient en fait le liant de l'univers. Voilà, c'est qu'ils sont là et en gros ils sont par leur présence, ils font que on a les lois de Newton qui s'appliquent et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est encore tiré par les cheveux. Et là, le pire de toutes, enfin pire, ce serait pour donner une échelle, mais il y a une grande théorie sur l'extraterrestre qui dirait que, en gros, toutes les théories mathématiques, physiques et autres qu'on a décelées au cours de des années de l'existence humaine, en fait, seraient dues à des êtres extraterrestres qui voulaient s'impliquer dans la Terre où on est en fait, et ainsi que vous avez par exemple, le fait d'avoir de la gravité, ce serait ce serait un extraterrestre qui pousse les gens vers la plus grosse masse. Alors, ça serait énorme. T'imagines le mec, c'est une race extraterrestre, les mecs ils sont tous nés pour ça, quoi. voilà. Ça serait tellement génial. Et on va finir par cette dernière forme de vie, parce qu'en serait pas vraiment une, mais c'est une forme plutôt de conscience. Qui serait, voilà, on touche par contre à des trucs assez bibliques et compagnie, qui serait le fameux ange gardien de chacun, notre alter ego fluoré et ainsi de suite qui se baladerait, et donc que chacun sur Terre naît avec son extraterrestre de poche qu'il ne verra jamais, qu'il ne voit pas, et puis qui par contre lui parle dans sa tête. Voilà. Je pense que ça fait une bonne liaison pour finir avec les humains, des bactéries, ou alors des insectes, ou alors totalement des êtres qui ne sont que des consciences qui se greffent à d'autres. Donc, effectivement, Charles, on parlait des fameux anciens, on n'est peut-être pas loin. Voilà. Ouais, on a que les limites de notre imagination finalement pour Ah les oui, vies c'est extraterrestres. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer durant la recherche de cet épisode sur cette partie-là, j'avais quelque chose d'assez strict, on va dire, sur parler de carbone, azote et d'autres éléments, mais finalement, en fait, Oui, il y a rien d'intéressant à trouver là-dessus. Donc j'ai préféré m'intéresser à des théories farfelues ou alors qui sont très proches de ce qu'on fait d'autres théories très futuristes, puisqu'on est dans l'anticipation. Donc c'est pour essayer d'aller voir encore plus loin que on pourrait peut-être voir loin. Voilà. D'accord. Très bien. Alors moi du coup, maintenant on va admettre l'hypothèse que donc les extraterrestres existent, que on est capable de les rencontrer, donc ça veut dire que on évite les bactéries, les êtres sulfurés, les consciences dans les nuages et les gars qui te poussent sur la Terre, et qu'on va avoir une forme de vie extraterrestre relativement proche de la nôtre, nous permettant au moins de les étudier et de communiquer avec eux. D'avoir des relations. Voilà. Alors déjà, avant de se poser cette question-là, j'ai trouvé, enfin Charlie m'a trouvé un petit truc très sympa, c'est la classification de Hynek, Hynek, qui est en fait une méthode de classification des observations d'OVNI. Donc ça date de 1972, mais d'autres éléments ont été rajoutés. Et c'est ça qu'on appelle rencontre du troisième type, du quatrième type, etc. Ça vient de cette classification-là. Et je vais vous sortir les différents points parce que c'est assez sympathique. Il faut savoir que la première question, c'est de savoir quel type de contact on aurait eu avec eux. Alors il y a les contacts, on va dire non confirmés. Donc le premier, c'est la lumière nocturne. En gros, on voit plus ou moins un truc bouger quelque part, un peu chelou. Voilà.
Tu vois, c'est le truc, c'est genre le mec, il a trop bu, il peut avoir vu un ovni, ça sera catégorisé dans les lumières nocturnes, quoi. Après, il y a les disques diurnes. Alors, en gros, c'est voir une espèce de soucoupe volante, quoi, assez loin, dans la nuit. Ok, on reste toujours dans le super flou. Après, il y a le radar optique. C'est la même chose, mais en plus, ça apparaît sur les signaux radar. Donc là, tout de suite, ça commence à être un petit peu plus sérieux. Les radars optiques, c'est quel type? Non, mais ça veut dire que ça veut dire que c'est il y a une détection radar et une détection optique, donc visuelle, par un témoin. D'accord. C'est les deux en même temps. Après, on entend dans nos fameuses rencontres avec un type. Alors, la rencontre du premier type, c'est de voir un ovni à moins de 150 mètres du témoin, quoi. Le deuxième type, c'est d'avoir des preuves matérielles au sol. Donc, par exemple, une trace dans un champ de blé, hein, à tout hasard. Le troisième type, c'est d'avoir serré la paluche des occupants de l'OVNI. Donc en gros, d'avoir eu un contact avec eux. Et après, on rentre dans les choses très folkloriques, qui, je le précise, ont été rajoutées par la suite, probablement par des ufolopes drogués. Hein, mais bon, ça, c'est parce que ça va très loin. Alors, quatrième type, c'est pour toutes les personnes qui ont été enlevées par des ovnis. Voilà, ça c'est une rencontre du quatrième type. Le cinquième type, c'est être entré en communication avec les occupants. Donc voilà, tu tailles une bavette, quoi, tranquille. Le sixième type, c'est avoir été tué par un des occupants des ovnis. Donc soit toi, soit un animal, soit un autre témoin. Enfin, tu peux voilà. plus le dire. Donc là, c'est ovni pas sympa quand même. Hein. Et le septième type, c'est le meilleur, c'est avoir eu un rapport sexuel avec un occupant d'un ovni. Voilà. Il paraît que ça touche plus les femmes que les hommes, ce genre de problème. C'est ça. Non, c'est vrai. Alors en plus, non mais attends, en plus le meilleur c'est qu'il y a deux classes dans cette septième type. La classe 1, c'est rapport sexuel non consenti, donc c'est un viol. Et la classe 2, c'est un rapport sexuel consenti. Ah, voilà. c'est... Ok, donc, d'accord. Pourquoi pas. Voilà, là, alors si tu fais un jour, si tu dis un jour à quelqu'un que t'as fait une rencontre du septième type de classe 1, méfie-toi, hein, il faut pas dire n'importe quoi quand même, monsieur. Et les sondes voilà. anales, non, y a pas de type pour ça? Peut-être le huitième type, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. C'était pour la petite anecdote, j'ai trouvé ça assez marrant. Bon, tout ça pour dire, allez, on a rencontré nos extraterrestres. Maintenant, ce qui nous intéresse et ce qui revient, en fait, qui est très redondant dans les films, par exemple, c'est un truc qui revient énormément, mais dans la littérature aussi, c'est finalement quel est leur niveau technologique, leur niveau d'intelligence. Est-ce qu'on a des extraterrestres absolument beubeux, donc ça voudrait dire genre juste des gros animaux, donc là ça voudrait dire que c'est nous qui sommes allés sur leur planète et qui les avons découverts, puisque forcément s'ils n'ont pas de technologie pour se déplacer dans l'espace, déjà ils vont pas pouvoir venir chez nous. Est-ce que du coup ils sont venus sur Terre, donc ça veut dire qu'ils ont déjà une technologie spatiale, de déplacement spatial quelle qu'elle soit, donc est-ce que dans ce cas-là ils sont passifs ou agressifs? Est-ce qu'ils vont vouloir nous casser les dents comme dans Mars Attack? Ou est-ce qu'ils vont être plutôt des extraterrestres sympas, venus nous aider, ou venus nous dire coucou? Comme on peut le voir, je sais pas, dans Mass Effect, par exemple, il y a plein d'extraterrestres sympas, il y en a des méchants aussi. Et enfin, quel va être leur niveau technologique? Là, c'est la grande question, toujours. Bon, alors, s'ils sont agressifs et qu'ils sont venus sur nous, a priori, ils ont un niveau technologique supérieur au nôtre, ils sont agressifs, donc on va passer un sale quart d'heure. Ça, ok. S'ils sont sympas, on va évoluer notre technologie, mais peut-être que leur niveau technologique n'est finalement que très faible et juste suffisant à venir nous rencontrer. Auquel cas, bon, ils seraient peut-être pas si intéressants que ça, ces extraterrestres. Bon, et puis après, bien sûr, on a la théorie du complot répandue par tous et très connue, hein, les Men in Black. Hein. Le gouvernement est au courant qu'il y a des extraterrestres sur Terre, ils font copain-copain, et Elvis était un extraterrestre. Voilà. Bon, d'accord. c'est une théorie qui est très très répandue. Mine de rien, il y a beaucoup de. Elle est très reprise, mine de rien, parce que c'est un peu Elle est excessivement c'est reprise. un peu la base de Stargate, c'est un peu la base des Men in Black, comme t'as dit, c'est un peu tout ça. Quoi. C'est la base d'énormément de séries, de films, de romans et aussi de farfelus sur Internet. Alors farfelu ou pas, peut-être qu'ils ont raison et que c'est nous qui avons tort. Hein. Ça, on n'a pas de preuves, hein, après tout. Et vu qu'on n'a pas de preuves, on peut pas dire que c'est faux. Hein. Voilà. Ouais. Mais bon,
C'est quelque chose qui est bien aimé en effet pour se dire ouais les extraterrestres en fait on nous les cache. Bah tout a commencé en fait cette histoire d'extraterrestres avec Roswell quoi. Ni plus ni moins dans le crash de Roswell qu'on connaît tous bien que soi-disant c'était un ballon météo mais qu'en fait c'était des extraterrestres puis après on a Ouais. sorti la vidéo de la dissection machin et que tout le monde se bat pour dire non c'est vrai non c'est faux. Et puis bon, la zone 51, enfin, tout ce secteur-là, qui rajoute encore en plus et en plus au mythe. Donc voilà. Maintenant, pour si vous voulez un peu vous dire à quoi, enfin, voir un peu dans l'anticipation, le futur, qu'est-ce que pourrait être ce contact avec des extraterrestres quelconques, je ne peux que vous renvoyer aux tonnes de films sur ce sujet. Il y en a des pessimistes, il y en a des optimistes, il y en a des farfelus, il y en a des sérieux, il y en a des rigolos, il y en a des vachement moins drôles. Donc voilà, il y a des tonnes de choses différentes, du Mars Attack aux invasions, je sais pas, Stargate, etc., etc. Là, vous avez le choix, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà. Et sur ce, je laisse la parole à Alex, qui va nous parler Et bon, de la recherche du petit bonhomme vert. Voilà, on va essayer de parler dans un premier temps de la recherche de façon assez professionnelle, enfin pas professionnelle, mais très portée scientifiquement, puis après dériver un peu vers les grands fous dont Aurélien et moi adorons les écrits, surtout récemment. Alors, Oui. on va commencer avec une partie un peu complète sur le projet et plutôt l'institut, pour être honnête et complet, SETI. Alors SETI, c'est l'acronyme pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc c'est très connu chez tous les utilisateurs d'il y a quelques années d'ordinateurs qui souhaitaient avoir un magnifique fond d'écran qui bouge, mais c'est pas que ça. Donc SETI, qu'est-ce que c'est? C'est un institut de recherche sur les formes extraterrestres, donc l'existence et le fait de pouvoir le prouver, donc avec pas mal de branches, fondées par Monsieur Tom Pearson qui, hélas, s'est décédé la semaine dernière. Voilà, d'un cancer, c'est le ballot. Il y a pas mal d'informations très 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 récentes On fait sur de la l'actualité recherche. sans le faire exprès. Voilà, oui. Donc c'est lui qui avait fondé ça. Comment ça marche en fait? En gros, vous avez plusieurs modules dans cette grosse institution fait pour rechercher. Donc il y a la mise en commun de télescopes, de zones de recherche, de chercheurs, et aussi de la sensibilisation pour les étudiants et les petits enfants dans le scolaire. Toutes ces parties-là. Donc comment ça marche au départ et pourquoi ils sont très connus? Alors ce qui était intéressant, c'est que pendant un moment ils ont eu besoin, parce qu'ils recevaient pas mal d'informations des télescopes de sons, tout simplement. Encore une fois, je simplifie pas mal de choses, mais ils recevaient plein de sons des télescopes qu'ils souhaitaient analyser pour voir si on pouvait décrypter parmi eux une présence ou non d'une forme de vie extraterrestre. Sauf qu'il n'y avait pas assez de puissance informatique à ce moment-là. C'est ainsi qu'est né le projet SETI at Home. Donc encore une fois, SETI, c'est un institut global énorme, et là je parle que d'un petit bout. Voilà. Le projet SETI at Home qui permettait à tout un chacun qui possédait un ordinateur connecté à Internet de pouvoir récupérer des bribes d'enregistrement de ces télescopes et de pouvoir les analyser sur son ordinateur personnel pour après renvoyer les résultats dans un centre de traitement, en gros un data center. Donc c'est du travail parallèle de calcul informatique qui permettait, qui a beaucoup permis d'aller extrêmement vite parce que ça a super bien marché. C'est at Home qui doit encore marcher sur 2-3, un peu moins parce que ça a été plus ou moins mis en stand-by. Non, maintenant c'est les bitcoins à la place. Oui, les bitcoins ont perdu plus de 50% genre avant-hier ou avant-avant-hier parce qu'il y a un petit souci avec les MTGOX, mais c'est pas le but. Voilà. Donc oui, on est vraiment dans l'actualité.
Et donc Ouais. ça va très bien marcher, ça a été utilisé aussi pour le cancer, ça a aussi bien marché, ainsi de suite. Donc mais ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout que le projet a été porté pour montrer que finalement il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées, parce que ça en gros donnait une partie de son ordinateur, donc de sa consommation électrique et du fait d'utiliser son ordinateur pour chercher s'il y a des extraterrestres dans le monde, hein. Voilà, à l'extérieur du monde. Donc ça montre que c'est un sujet très populaire, qui est extrêmement suivi par de nombreuses personnes. Voilà. Donc c'est c'est quelque chose qui touche beaucoup. Autre chose, pour rester dans le récent, c'est un gros télescope qui pour une fois ne sera pas posé sur la Terre, mais directement mis dans, bah, l'espace. C'est le projet du télescope Platon. Alors Platon, c'est pour Planetary Transit et Oscillation des étoiles, donc en français, la version française. C'est des chercheurs de l'université de Warwick qui ont mis ça. Donc en fait, c'est composé par 34 petits télescopes qui sont mis sur une surface qui va se balader dans l'espace. Et donc on pourra, grâce à ça, avoir des informations très poussées sur des composants de planètes dont on n'a pour le moment pas d'informations. C'est-à-dire on pourra avoir des comme tout se fait avec la couleur globalement, on pourra avoir des informations sur les compositions de certaines planètes dont on a très peu d'informations, ou alors certaines étoiles, ou alors encore des débris qui pourraient se balader, parce que encore une fois, on parle de débris parce que c'est comme tu l'avais dit Charles, une des plus grosses sources de théories du fait que ce serait sur des débris de météorites qui en fait sont des bouts de planètes cassées, mais bon, que c'est Oui, mais t'as les traces de l'histoire de la planète, en fait, voilà, ouais. qui sont très intéressants à explorer. Donc ce projet Platon, il est tout jeune, tout plus que jeune. Il est prévu pour 2024 son lancement, mais il est en cours de tout juste, vu que les gars de Warwick ont balancé ça. Et donc, faut vraiment y aller. Donc c'est tout neuf ça. C'est sorti avant-hier, la grosse news. Donc autant en parler pour parler de maintenant des fous et l'ufologie. Alors l'ufologie, Ouais. c'est un peu un terme qui veut tout et rien dire. Donc au départ, l'ufologie, c'est la recherche de l'existence d'entités ou alors d'êtres extraterrestres. Donc voilà, c'est quelque chose de très scientifique qui, d'année en année et de par la présentation par les médias, a beaucoup dérivé vers un faux charlatanisme d'existence de gourous et de sectes et ainsi de suite. Donc, faut bien mettre dans le contexte que quand on parle d'ufologie et qu'on est sérieux, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Quand on dit je suis ufologue, c'est pas que j'ai bu trop ou alors que je suis dans une secte. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Ces ufologues se réunissent en association. Il y en a beaucoup. Faut savoir qu'en France aussi, donc si ça vous tente, renseignez-vous. Il y en a dans toutes les régions, quelques qui se réunissent et qui parlent beaucoup et qui mettent en place des techniques pour essayer d'observer à leur façon ce qui se passe au bout de la galaxie. Donc que ce soit par des télescopes ou alors par des bribes de SETI ou autres, et ainsi de suite. Donc tout ce melting pot c'est un gros glio de chercheurs ou alors de chercheurs qui se le nomment ainsi, forme une communauté de plus en plus grosse sur la recherche d'êtres qui se baladent dans l'espace, voilà, qu'on connaîtrait pas et qui finalement seraient vraiment là. Donc ça montre vraiment que il y a de quoi chercher. Voilà. Donc après globalement on a
c'est que de l'observation du ciel, c'est ça qui est un peu restrictif, c'est que toutes ces personnes-là, globalement, ne font que chercher autour d'eux. Voilà, il n'y a pas de chercheurs qui essaieraient de pousser un peu plus loin la chose. Encore une fois, quand je parlais des formes de vie, enfin, si on est dans SI et anticipation, donc faut anticiper et se dire que c'est pas forcément la meilleure façon de les chercher, c'est pas en les regardant. Voilà, c'est comme si en fait on regardait un parallèle sur l'histoire de la planète, si on regardait depuis la côte espagnole avec un gros télescope pour voir si les Indiens allaient venir. Voilà. C'est que globalement, si on n'allait pas les chercher, ils venaient pas. Voilà, c'est un peu, Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça c'est pour faire des parallèles. le problème, c'est d'y aller aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas les navettes spatiales pour. Voilà. Mais on essaye. Voilà. Et globalement, on arrive maintenant au point, donc c'est un peu plus court que prévu, mais au point où C'est pas grave. on va envoyer quelque chose, c'est-à-dire être actif dans cette recherche en disant, bah, si nous on les trouve pas, est-ce que c'est eux qui vont nous trouver? Donc Charlie... oui, d'accord. Ouais. Oui, non, mais effectivement, il y a eu des initiatives pour trouver effectivement la vie extraterrestre, leur dire, salut, nous on existe. Si vous êtes si vous arrivez à comprendre le message et que vous êtes plus développé technologiquement que nous, on aimerait bien que vous entrepreniez soit un voyage, soit une liaison, enfin qu'on puisse communiquer ensemble. Ce serait sympa de nous renvoyer une lettre. Avec les réceptions. C'est ça. C'est ça, avec accusé de réception et tout. Alors alors il y a eu pas énormément de projets finalement. Il y en a eu deux gros projets qui sont les plaques de Pionnière. Pionnière, Donc ouais. les plaques de Pionnière qui ont été envoyées en 1972 et 1973, donc voilà. Alors je sais pas si vous avez si vous nous écoutez, enfin si nous regardez sur YouTube, vous devez avoir l'affichage logiquement qui de la plaque de Pionnière devant vous. C'est l'image avec les trucs de couleur en pixels, c'est ça? Ou c'est l'autre? Oui, non, oui, en deux tons, oui. C'est là où tu vois un bonhomme qui secoue la main et une femme. D'accord, donc c'est bon, c'est celle que j'avais mis. Voilà. Donc voilà, cette image, cette plaque a été envoyée par un satellite, enfin oui, un satellite, qui a donc quitté le système solaire en 1980. Et qui comporte cette grande plaque en fait qui a été traitée pour survivre à un voyage spatial, c'est-à-dire que techniquement les poussières cosmiques ne peuvent pas vraiment l'abîmer et voilà. Et donc l'idée c'est de donner cette plaque afin qu'elle voyage par rapport à son satellite là où elle est accrochée en fait finalement et que quelqu'un le retrouve. Donc c'est un peu comme une bouteille à la mer dans l'espace finalement. Ouais, exactement ça. Donc finalement on envoie une plaque, on y écrit quelque chose, on fait des dessins de nous, mais comment être sûr que l'alien ou la vie extraterrestre qui reçoive cette plaque puisse la déchiffrer finalement? Donc Oui. on a essayé tout simplement de faire un dessin. Maintenant, S'il a pas d'œil. s'il a pas d'œil, ouais, en fait, si tu veux, elle est gravée sur la plaque. Donc même s'il a pas d'œil, on suppose qu'il a les sens pour percevoir le relief. Ouais. Voilà. Alors effectivement, on fait des suppositions. On fait quand même des suppositions. Mais il faut un moyen de communiquer. Alors comme je vous l'ai dit, il y a un dessin d'un homme qui tient la main en haut. On peut voir tous ses doigts, son pouce opposable. On peut voir qu'il y a une femme à côté, donc que ça a une espèce qui vit, qui se reproduit à deux.
Voilà, il y a quand même un certain nombre d'informations dessus. Et surtout, alors on va essayer de décrypter ça ensemble. Si vous voulez, en haut à gauche, vous pouvez voir deux atomes qui sont liés en fait. Ça serait l'hydrogène, qui est la composante de l'univers la plus simple. Et grâce à cette composante d'univers très simple, eh ben on inclut beaucoup de choses. Par exemple, on inclut une certaine notion métaphysique, j'ai envie de dire. Donc sur le dessin, très exactement, le petit tiret qui sépare les deux atomes d'hydrogène fait une longueur de 21 cm exactement. Ça a été voulu et ça va être un peu l'échelle, si vous voulez. Et D'accord. la représentation alors je sais pas si vous voyez derrière les deux humains, il y a un satellite. Le satellite, par exemple, il est à l'échelle par rapport aux humains. Donc eux, ils ont reçu C'est ça le dessin exactement. derrière. Ils ont reçu le satellite, ils ont la plaque et ils savent à peu près quelle taille on fait grâce à cette représentation. Alors si on regarde par rapport au bas du dessin, on a une autre indication, c'est le système solaire. On a une grosse planète, on en a une plus petite, et la troisième, c'est la Terre. Et de la Terre part le satellite. Donc ils ont fait un schéma, une espèce de courbe pour voilà, un peu pour dire. Et alors si vous voyez ça même sur par vidéo, je pense que vous voyez pas beaucoup, mais il y a un code binaire si vous voulez. Euh, un code binaire qui a été instauré et qui dit voilà les humains font telle grandeur et voilà quoi. Et donc on communique grâce à un espèce de code binaire finalement. Ça c'est un projet qui est intéressant. Enfin il y a beaucoup de scientifiques qui se sont plaints, qui ont critiqué la clarté du message. Parce qu'effectivement, il faut quand même aller chercher loin certaines informations. C'est ce qu'on est en train de critiquer sur le chat. Oui, notamment, oui. Non, mais vraiment. Par contre, c'est vrai que faire référence à des carbones, enfin des choses de l'univers qui sont un peu universelles, ça c'est quelque chose qui peut parler. Je veux dire, c'est un message codé, mais au moins les aliens ils ont la clé de ce code. On va passer au deuxième message que je trouve beaucoup plus confus pour ma part. C'est un message Oui. Encore plus, oui. d'Arecibo. Arecibo, c'est une grosse antenne en fait, tout simplement. C'est un radiotélescope qui est censé émettre émettre des informations. Et donc, Alors attends, juste avant on me dit sur le chat que Pioneer a quitté la Terre en 1980, mais qu'il a quitté le système solaire l'année dernière. eh ben voilà. Ouais. Voilà. Donc pour revenir à Arecibo, c'est un projet qui a été fait en 1974, donc mine de rien, je sais pas, il y a eu en 70, ils avaient envie de communiquer avec les aliens. Voilà, Ouais, ça, c'était ça a la dû mode. être une mode, ouais. Et donc là, le but c'est d'envoyer un signal binaire dans l'espace pour voir si des aliens pourraient le percevoir. Alors, le signal binaire, c'est une bonne chose. Enfin, c'est une technologie qui va à la vitesse de la lumière et on estime que c'est un peu l'équivalent d'une bouteille à la mer également, quoi. Du coup, parce que pour donc ça a été envoyé vers l'amas globulaire M13 qui se trouve à 25 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que d'ici à ce que des aliens reçoivent le message et le renvoient, il se passe 50 000 ans. Bon, c'est juste un détail. Oh, ça va. Mais alors, à part ça, le code est vraiment pas clair. Tout en haut du dessin, donc j'espère que vous l'avez affiché, enfin que vous pouvez le voir, sinon vous pouvez le retrouver sur les pages Wikipédia. Message Voilà, c'est ça. d'Arecibo. A-R-E-C-I-B-O. C'est ça. Donc Voilà. tout en haut, vous avez un code binaire tout simplement qui rappelle comment compter de 1 à 10. Bah, voilà. Et du coup, on D'accord. pose la base 10. On dit clairement aux aliens, voilà, c'est la base 10. Euh,
Du coup, et là ça va un peu plus loin, le deuxième dessin c'est directement les éléments constituants de l'ADN. Donc l'élément 1 qui est l'hydrogène, l'élément 6 qui est le carbone, l'élément 7 qui est l'azote, euh, l'oxygène qui est le huitième élément et le phosphore. Du coup, c'est Ouais. là, ça suppose que les aliens ont la même table élémentaire que nous. Ce qui n'est pas Oui, ce non, qui est c'est pas pas une gagné. aberration parce que les éléments simples, très simples de la table des éléments sont vraiment comment on peut pas en découvrir d'autres de cet ordre-là qui ont qu'un seul atome, qui ont que deux atomes, etc. quoi. Ouais, mais c'est pas impossible qu'ils les représentent pas Ah du tout bah du pareil, coup quoi. oui. C'est qu'ils s'en foutent des atomes, en fait, et ce qui les intéresse, c'est Ouais, mais simplement alors les là, neutrons, la etc. difficulté du Enfin, code, c'est surtout de savoir qu'on parle de ce tableau élémentaire, quoi. Ouais, oui. oui, Voilà. aussi, C'est ouais. surtout ça. Les mecs, ils vont mettre C'est un moment ça. à décrypter. Et bon, il y a 16 façons de décrypter le code, donc voilà, ça c'est pour ça. Alors, la troisième partie en verte, c'est les nucléotides qui sont des composantes de l'ADN, je sais pas quoi. Euh, voilà. Alors, Ok. l'espèce de petite double hélice là que vous voyez, c'est pour dire qu'en fait on a un ADN à double hélice, donc c'est la quatrième partie. C'est super pas clair, moi je trouve, mais vraiment. Le petit bonhomme, bon bah ça on comprend parce que c'est nous, mais des aliens ils vont lutter pour comprendre que ça c'est nous, parce qu'on leur dit pas, c'est juste un petit bonhomme Ils rouge. vont se dire, putain, ils ont une sale gueule, les humains, quoi. Ils sont rouges et C'est tout, ils ont ça. trop une sale gueule. Alors la ligne bleue qui se retrouve à sa gauche, c'est censé être sa taille, voilà. Donc codé en Ouais, bien binaire. sûr. Je sais plus comment d'ailleurs. On s'en fout en fait. Et à Ouais. droite, Ouais. alors ça c'est codé en binaire sur 32 bits. C'est le nombre d'habitants qu'on a sur notre planète au moment où on envoie le signal. Donc un truc vachement précis, quoi. Vachement Oui, donc, intéressant. c'est ça. Et tout en bas. Non, c'est pas compliqué. Non, non, bah c'est sympathique. Alors ce qu'on a en jaune là, c'est notre système solaire, un peu comme ce qu'on avait sur la plaque Pionnier. Voilà, alors Oui, en gros c'est oui, oui, d'accord, oui. notre Soleil. Ensuite on a des planètes. La planète Terre, on l'a recalée d'un cran au-dessus pour dire que c'est de là que vient le signal. Hein. C'est clair que les aliens ils vont Ouais, ouais. savoir. Hein. Et puis Bah oui, après il y a c'est trois facile à traits parce comprendre. que c'est des trucs de plus grosse masse, etc. quoi. C'est ouais non c'est effectivement ouais. Quand on a un notice ça paraît tellement évident. Et, Alors et le le truc en truc en dessous, c'est un dessous bébé c'est mort ça ou... pourrait être un bébé mort mais en fait c'est la représentation physique du télescope. Voilà, c'est juste le télescope. Alors, ce qu'il faut Ah, vraiment savoir, en fait, c'est que ce message d'Arecibo, c'est plus un moyen technique de prouver, voilà. C'est dire, oui, on a un nouveau télescope, on a pu envoyer un message à 25 000 années-lumière de la Terre, voilà. On a un gros télescope, c'est tout. C'est vrai, en fait, d'accord. Ok. faut pas imaginer, déjà, je pense que sur le sérieux du projet. Enfin, vraiment, il n'y a pas une grosse cohérence sur le message ni quoi que ce soit. Je pense que c'est très difficile à capter, à décoder. Même s'ils ont fait en sorte que ça puisse être facilement décodable, ça reste franchement, enfin, je parle techniquement, hein, C'est j'entends. très cryptique, oui. Déjà, C'est, déjà même pour un humain, c'est ah non, mais compliqué, alors pour un c'est mec qui est pas ultra hardcore, humain... quoi. Je veux dire, un message comme ça, moi, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était les aliens qui nous avaient envoyé ça. C'était à nous de les décoder. Mais en fait, non, c'est l'inverse. Donc, oui, non, c'est plus une publicité de l'époque, mais ça fait partie des grands projets d'essayer de communiquer avec l'alien. Voilà, D'accord. simplement. Ok, bah très bien. Bah merci. On va donc conclure cet épisode ici. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous donc le 18 mars à 21h pour l'épisode 16 qui parlera toujours d'un thème lié à l'espace, à la recherche spatiale. Donc on sait pas encore quoi, mais vous serez tenus au courant via les réseaux sociaux, donc restez connectés. Sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit bah, à peu près dans 3 semaines. Salut. Salut! Ouais.